Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ma salle de musique. Alors, ça vous dirait un survol ultra rapide de l'histoire de la musique? Alors attachez vos ceintures et cramponnez-vous bien parce que ça va secouer. Dans la préhistoire, période qui, comme son nom l'indique, précède l'histoire, il n'y avait pas de documents écrits et encore moins de partitions musicales, mais on peut imaginer que l'homme de Cro-Magnon ou l'homme de Néandertal se servait de sa voix pour s'exprimer, voire même peut-être pour chanter, mais je ne saurais pas vous faire entendre de vidéos de cette époque-là, hein. Il n'y avait pas encore de caméra, YouTube n'existait pas encore. Et on peut aussi s'imaginer que ces mains-là que j'ai à ma disposition servaient certainement de percussion et permettaient aussi d'appeler, de communiquer entre les hommes. Et n'oublions pas, évidemment, que l'on a retrouvé des fragments d'os avec des trous, sans doute les toutes premières flûtes de l'histoire de la musique. Observons l'homme de Néandertal, totalement sous le charme de la femme sapiens, qui visiblement possède une culture musicale beaucoup plus élaborée que lui. Potato. Wo hast du? Et ça pourrait. C'est pendant la Grèce antique, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'apparaissent les toutes premières partitions. Au fait, vous connaissez Pythagore et son fameux théorème? Bon, rassurez-vous, on ne va pas faire des maths ici, hein. Moi, je suis plutôt là pour vous parler d'histoire de la musique. Mais blague à part, Pythagore est à l'origine du tout premier système de notation musicale. Et oui, à chacune des 24 lettres de l'alphabet grec, il a décidé de faire correspondre un son musical. C'était à l'époque des gammes descendantes avec des quarts de ton, un système musical très compliqué. Écoutons une partition très ancienne qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un extrait du spectacle Oreste du tragédien Euripide. Alors c'est une partition, comme vous le voyez, qui est donc sur un matériau fragile, le papyrus, qui a été plus ou moins bien conservé avec le temps. Et vous pouvez observer sur cette partition deux rangées de lettres. La rangée supérieure avec des lettres clairsemées qui désignent les hauteurs de notes, donc les lettres de l'alphabet, c'est donc le système pythagoricien, et juste en dessous, une rangée avec des lettres nettement plus resserrées, c'est le texte de la tragédie. Donc c'est une partie chorale, un petit peu comme un chœur dans ce que vous connaissez actuellement dans notre opéra contemporain. Au début du Moyen-Âge, parmi les 24 lettres de l'alphabet grec, les théoriciens en ont gardé 7. A, B, C, D, E, F, G. Elles sont encore utilisées partout dans le monde où l'on parle l'anglais ou l'allemand. Ça fait un bon paquet de pays. Et on en utilise aussi dans notre solfège latin sous forme de clé. La lettre C donne la clé d'ut, la lettre F la clé de fa, et la lettre G la clé de sol, qui est la toute première clé que l'on apprend à l'Académie de musique. Au Moyen-Âge, on aime se battre, on aime faire les batailles, la guerre. Il y a d'ailleurs une guerre qui a duré 100 ans. Savez-vous comment elle s'appelle? Eh bien, tout simplement la guerre de 100 ans. Mais à côté de la guerre, il y a aussi l'amour. Et tout particulièrement l'amour courtois avec ce galant chevalier qui fait sa noble cour à la charmante demoiselle. Ici, je vous propose d'écouter un extrait
d'une des toutes premières femmes compositrices de l'histoire de la musique, une femme troubadour, la comtesse de Die. Au XIIe et XIIIe siècle, parallèlement à ce très bel art profane des troubadours et des trouvères, se développe en France, et tout particulièrement à Notre-Dame de Paris, une musique religieuse qu'on appelle musique sacrée, vraiment savante, à plusieurs voix. Et les deux grands compositeurs, qui sont les deux tout premiers grands compositeurs de l'histoire de la musique, s'appellent Léonin et Perrotin. De Perrotin, écoutons une polyphonie. Une polyphonie, c'est une œuvre musicale à plusieurs parties, ici il y en a 4, qui reflète vraiment bien la grandeur de l'architecture de cette magnifique cathédrale dans laquelle il travaillait. Vous aurez remarqué 2 versions de la partition de Perrotin, une moderne avec les notes bien arrondies que nous connaissons actuellement, et une ancienne, celle du Moyen-Âge qu'on appelle la notation carrée. Et cette notation carrée, elle était due au fait que l'on aplatissait la plume doigt lorsqu'on écrivait. Et ça faisait simplement des petits carrés entre les lignes de la portée. À l'apogée du Moyen-Âge, on avait déjà bien conscience à l'époque de la notion de choses démodées, ou plutôt in, comme on dirait maintenant. C'est le cas de cette transition entre le XIIIe siècle, que l'on appelle l'ars antiqua, et le XIVe, l'ars nova, qui est aussi l'époque de Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut met au point un procédé musical totalement rigolo, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir en classe avec mes élèves, et qui s'appelle le motet. Alors pour caricaturer, je dis toujours à mes élèves que c'est un petit peu comme si on mettait à la base de la polyphonie un chant grégorien. Ah oui, je ne vous ai pas encore parlé du chant grégorien, mais ça c'est le chant à une voix qui existe depuis le tout début du Moyen-Âge et qui est dû donc à ce fameux grand réformateur qu'est le pape Grégoire le Grand du VIe siècle. Et donc dans le motet, on peut avoir en dessous de la polyphonie un chant grégorien et puis au-dessus 2 ou parfois 3 chansons profanes et parfois des chansons un petit peu grivoises, vous voyez. Et donc ce genre que nous venons d'écouter s'appelle le motet. Et le motet, ça vient simplement de petits mots, motetus, puisque nous avons un entrechoquement de mots, superposition de textes différents. À l'extrême fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, la musique atteint un niveau particulièrement sophistiqué. Observez cette partition magnifique en forme de chœur. Oh, il devait être déjà bien romantique, même si on n'était pas encore au romantisme à cette époque-là, loin de là. Notre Baude Cordier, donc c'est un compositeur français qui s'appelle Baude, de son prénom, Cordier, de son nom de famille. Et la chanson s'appelle Belle, bonne, sage.
Belle, bonne, sage, belle, bonne, sage, Dès le début du XVIe siècle, la Renaissance musicale annonce un véritable tournant dans l'histoire de la musique. L'élément le plus important de cette époque, c'est la naissance de l'imprimerie. Oui, l'imprimerie avec Gutenberg, évidemment, au milieu du XVe siècle, mais ici je parle en 1501 du premier recueil musical, donc les premières partitions de musique imprimées en Italie par Ottaviano Petrucci. Ah tiens, c'est pas pour rien alors qu'on a autant de termes italiens dans les partitions. Donc on a mezzo forte, crescendo, allegro, ma non troppo. Au Moyen-Âge, la musique savante se cantonnait essentiellement dans l'église. Et oui, c'était les moines copistes qui reproduisaient et écrivaient les partitions patiemment, soigneusement, avec leur fameuse plume-doigt, ce qui nous donnait donc la fameuse notation carrée. Mais évidemment, cela ne facilitait pas vraiment la diffusion de la musique. Mais dès la Renaissance, il va y avoir une sorte de démocratisation de l'art musical, puisque la musique ne va plus être réservée uniquement à l'église ou à la cour, mais va aussi s'introduire dans toutes les autres classes de la société. La musique à plusieurs voix, donc la musique polyphonique savante du Moyen-Âge, ne s'éteint pas une fois la Renaissance entamée. Beaucoup de compositeurs du XVIe siècle vont continuer à composer des messes et des motets. Mais ici, je me permets de vous aiguiller vers la musique profane et tout particulièrement la chanson polyphonique française qu'on appelle aussi chanson parisienne. Alors ici, c'est une véritable peinture musicale due au compositeur français Clément Jeannequin qui dépeint rien qu'avec les voix a cappella, qu'on appelle donc sans instrument, toute l'ambiance d'une bataille, la célèbre bataille de Marignan en 1515. Tiens, je vous ai pas encore parlé du piano. C'est normal, il ne va apparaître qu'au milieu du XVIIIe siècle. Et on le doit à un fabricant de clavecins, donc à un facteur de clavecins italien, Bartolomeo Cristofori. Et c'est de là que vient cette fameuse confusion qui fait qu'on pense que le clavecin est l'ancêtre du piano. Mais non, pas du tout. Le clavecin, c'est un instrument à cordes pincées, alors que le piano est un instrument à cordes frappées. Mais oui, mais puisque c'est un facteur de clavecin qui a pris la carcasse d'un clavecin pour le transformer en piano, et oui, ceci explique cela. Mais revenons au XVIe siècle, et parmi les ancêtres du piano figure le clavicorde.
instrument aux dimensions particulièrement réduites et au son très menu, qui a donc un mécanisme de cordes frappées, mais au lieu d'être des marteaux qui frappent les cordes, ce sont des lamelles métalliques appelées tangentes, d'où un son assez métallique, c'est vrai. Et ici, cette pièce va nous permettre de faire la transition avec la période suivante, la période baroque, puisque sur cet instrument du XVIe siècle, vous allez entendre une pièce du compositeur Jean-Sébastien Bach de l'époque suivante, l'époque baroque. Bien que le berceau de l'opéra se situe à Florence, c'est à Venise que le tout premier théâtre public d'opéra est érigé. Alors là, ça va vraiment révolutionner la musique parce que on va donner des spectacles non plus uniquement à l'église ou à la cour, mais on va donner de grands spectacles publics ouverts à tous. Mais attention, c'était très différent des théâtres actuels. D'ailleurs, vous allez pouvoir comparer le théâtre royal de Wallonie à droite et un des tout premiers théâtres vénitiens à gauche, où il n'y avait pas de place assise au niveau du parterre. C'est vrai qu'à notre époque, on aurait tendance à se battre pour être assis au parterre et à considérer les places dans les loges comme étant peut-être moins snob. Mais à l'époque, c'était tout le contraire. Donc les aristocrates avaient leur loge réservée, avec même des rideaux, pour pouvoir être tout à fait tranquille et pouvoir, par exemple, manger et discuter pendant le spectacle, tandis que le peuple était debout au parterre. Antonio Vivaldi est connu pour ses concertos, ses célèbres 4 saisons bien évidemment, mais aussi pour une multitude d'opéras dans lesquels il met en avant les célèbres castras, ces chanteurs vedettes avec une voix très particulière. Ils avaient du coffre, ils avaient une voix très 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 large, mais en même temps, ils savaient monter très haut et avaient de magnifiques graves, donc une étendue vocale extraordinaire, au prix de quelques sacrifices bien évidemment. Wolfgang Amadeus Mozart est un musicien particulièrement prolifique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Prolifique mais aussi espiègle, et je suis certaine qu'il aurait apprécié les deux interprétations très particulières de sa célèbre marche turque. Tout d'abord par Yuya Wang, qui transforme cette pièce en pièce jazzy, et ensuite sous forme de remix bien typique du XXIe siècle. Histoire comme ça de déjà un tout petit peu voyager à notre époque.
Il serait totalement inconcevable de parler de période classique sans évoquer le grand compositeur liégeois qui a donné son nom à notre Académie de musique. J'ai nommé, bien sûr, André Ernest Modeste Gritry. Alors, si vous voulez aller lui rendre une petite visite, enfin, je veux dire plutôt vous recueillir sur sa tombe, vous devez aller à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Mais plus près de chez nous, vous pouvez imaginer les battements de son cœur, puisque son cœur est conservé dans une urne, dans le monument situé en face de l'Opéra Royal de Wallonie. La période romantique regorge d'une multitude de grandes personnalités, toutes plus attachantes les unes que les autres. Alors je ne vais pas pouvoir les citer toutes. Comme je suis une dame, permettez-moi quand même d'évoquer la personnalité de Clara Schumann, grande pianiste et compositrice, l'épouse de Robert, bien entendu, et qui était, en tant que virtuose du clavier, vraiment tout à fait légale du tout aussi grand Franz Liszt. Et c'est Franz Liszt ici que je vous propose d'écouter, au plus particulièrement le pianiste Lang Lang, le pianiste chinois interprétant Franz Liszt. Et donc toute la virtuosité de Franz Liszt ici déployée dans la célèbre rhapsodie hongroise. On pense parfois qu'il y a une grande séparation, un clivage entre la musique dite classique, la grande musique, et la musique plus populaire, plus légère. Eh bien non, pas du tout. Il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux. La preuve en est avec Claude Debussy, que nous allons écouter, qui a été fasciné par l'apparition du jazz à la Nouvelle-Orléans, en la personne de Scott Joplin, dont nous allons écouter un extrait de The Entertainer, et nous allons poursuivre avec une pièce de Claude Debussy lui-même qui s'intitule Gollywog's Cake Walk, dans le style du ragtime.
la veille du premier conflit mondial, aussi appelé Grande Guerre, Igor Stravinsky va composer le célèbre Sacre du printemps. Nous sommes précisément en 1913, et cette œuvre est créée au Théâtre des Champs-Élysées de Paris. Cette œuvre va provoquer un scandale immense, et les gens vont se battre littéralement, vont se bagarrer dans la salle. Et donc cette musique va entraîner une agressivité chez le spectateur qui est à la fois offusqué par la chorégraphie de Nijinsky, mais aussi par la musique résolument moderne. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a une grande volonté de reconstruction. Et au niveau musical, cela se traduit chez l'Autrichien Arnold Schoenberg par l'instauration d'un tout nouveau système musical. Vous trouvez nos gammes de 7 sons un peu compliquées? Eh bien, il invente un système de série de gammes, donc de 12 notes. C'est le dodécaphonisme. Le nombre 12, il se retrouve dans notre système tonal sous forme des 12 demi-tons que l'on trouve entre les deux notes d'une octave. Et ainsi est née la musique dodécaphonique. Mais l'entre-deux-guerres, ce sont aussi les années folles. Et à Paris se réunit un groupe de compositeurs sous le nom de groupe des Six. 5 messieurs et une dame, Germaine Taillefer. Une musique nettement légère, parfois un peu considérée comme musique de foire, mais c'est toute l'insouciance des années 20. Mais malheureusement, le répit n'est que de courte durée, et dès 1929, avec le crash boursier, les choses se gâtent. Et donc nous arrivons au second conflit mondial. Alors qui de mieux que Dimitri Shostakovich, avec son énorme orchestre symphonique, pour dépeindre toute l'horreur de la guerre. Dimitri Shostakovich, dont nous venons d'écouter un extrait de sa 7e symphonie, Leningrad, a composé aussi beaucoup de musique de film, mais ici je vous propose plutôt de vous tourner vers l'univers fascinant d'Ennio Morricone, décédé en 2020.
quel nucleo lo capisco benissimo. Sì, ecco, adesso volevo la musica. Come va? Va bene. La musique contemporaine vous fait peur? N'ayez crainte, elle revêt tellement de facettes différentes que tout le monde peut vraiment y trouver son bonheur. Astor Piazzolla est un très bel exemple de compositeur à cheval vraiment sur différents styles musicaux. Il est fasciné dans son enfance par Jean-Sébastien Bach, donc la musique baroque. Il va composer énormément pour orchestre symphonique, mais aussi il adore la musique de jazz et est connu, vous le savez bien, pour le tango. Et donc un brassage d'univers musicaux très très différents. Alors permettez-moi maintenant de vous interpréter Primavera, le printemps. Je vous propose de terminer notre survol de l'histoire de la musique, non pas en avion, mais en hélicoptère, avec le Quatuor pour 4 hélicoptères de Karl-Heinz Stockhausen. Je dois vous préciser que dans chacun des 4 hélicoptères se trouve un des membres du quatuor à cordes. Un quatuor à cordes comporte 2 violons, un alto et un violoncelle. Et ils jouent à distance et ils communiquent grâce à leur casque. Fascinant, il fallait quand même y penser. J'espère que ce voyage vous a plu et je vous dis peut-être à bientôt au cours d'Histoire de la musique.